Dimanche 7 octobre 2011, les Camerounais se rendront aux urnes pour élire le prochain président de la République pour les 7 prochaines années. À quelques heures de cette élection majeure, les 23 candidats mettent les bouchées doubles pour convaincre les indécis. Pour cette édition, nous allons revenir sur les projets de société des candidats que nous n'avons pas encore eu l'opportunité de recevoir sur ce plateau, mais nous allons aussi commencer à aborder l'aspect bilan de cette campagne électorale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Au cœur des présidentielles sur LTM Télévision. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je vais commencer par ma gauche avec M. Jean-Blaise Gouette, qui est le président du MPCC, Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis honoré. Juste à côté de vous, notre consultant permanent, le docteur Guy Parfait-Songuet, qui est politologue. Bonsoir. Bonsoir Adrien et bonsoir aux téléspectateurs. À ma droite, M. Baba Dodo, responsable assistant département politique du Cameroun People's Party. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez si bien dit à l'introduction de cette émission qu'il y a certains candidats qui n'étaient pas encore passés sur votre antenne. Et nous sommes honorés de ce que c'est pratiquement à la fin de cette période de campagne que le Cameroun People's Party et sa candidate, Madame Edith Wala Kaban, plus connue sous le nom de Kawala, à travers ma personne, est présente sur ce plateau. Merci. Je vous en prie et je rappelle qu'il n'est pas tard parce que vous avez encore 2 jours pour convaincre les indécis. Je vais commencer par vous. Oui. Justement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre candidate et par ailleurs, au travers d'elle, son projet de société? Ok. Je commencerai par dire que Madame Kawala, telle que les Camerounais la connaissent le plus, est une femme entrepreneur, une femme qui, tout le long de son expérience professionnelle, a eu à travailler avec les Camerounais de tous les bords, spécialement ceux de la base. Et c'est au profit de l'essentiel de l'expérience qu'elle a eue avec ces populations qu'elle s'est dit, il n'est pas possible pour moi de changer la vie de toutes ces populations si je procède par l'approche individuelle, pour que je puisse véritablement influencer, impacter sur la vie de ces populations dans le sens d'une amélioration véritable des conditions de vie. Il faudrait que je puisse avoir accès au stade, c'est-à-dire au niveau de l'exécutif, pour que je puisse véritablement avoir une vision stratégique globale et modifier leurs conditions de vie. Il est l'heure du changement. Voilà, c'est pour cela qu'elle dit « il est l'heure ». Il est l'heure d'apporter le changement au Cameroun. Il est l'heure de faire du Cameroun le leader naturel qu'il est. C'est la raison pour laquelle son projet de société s'intitule « Le Cameroun leader » à l'horizon 2016. Un projet qui se décline sur 3 dimensions. La première dimension est politique, la deuxième dimension est économique, et la troisième est sociale. Vous me permettrez de pouvoir vous expliquer que ces dimensions sont en fait les secteurs précis de notre société. La dimension politique ou le secteur politique s'intitule « Reprendre notre pouvoir politique », tout simplement parce qu'il est l'heure pour que le Cameroun se distingue par l'excellence de ses institutions et de ses ressources humaines. Sur le plan économique, au niveau de la dimension économique, nous l'avons intitulé « Construire notre puissance ». Tout simplement parce que le Cameroun doit pouvoir se distinguer par de hautes performances économiques. Et le troisième et dernier axe, la dimension sociale que nous intitulons « Bâtir de nouveaux systèmes », tout simplement parce qu'il est l'heure pour le Cameroun de se distinguer par l'excellente qualité des services délivrés à la population. Nous y reviendrons avec plus de détails. Le temps de passer la parole à M. Jean-Blaise Gouette, qui est le président du MPCC. Il y a quelques semaines, vous annonciez être l'un des candidats qui devait briguer la magistrature suprême au Cameroun. Et curieusement, lors de la convocation du corps électoral, vous déclarez forfait. Ben,
Merci déjà de me recevoir sur ce plateau et de me donner l'occasion de pouvoir dire aux Camerounais en direct les raisons fondées pour lesquelles j'ai pensé qu'il n'était pas, pour un homme comme moi, un homme politique aujourd'hui, qui en fait pense pouvoir apporter quelque chose à la société. La politique, ce n'est pas une aventure. La politique... Je vais vous permettre d'aller plus loin. Je ne vous coupe pas. Hein. Oui. Permettez que je précise. Je tiens à ce que vous... En quoi vous croyez-vous lorsque vous avez décidé de briguer la magistrature suprême? Et par la suite, peut-être, ça permettra de mieux comprendre. Quelles étaient vos convictions lorsque vous avez décidé d'être président de la République? Et par la suite, vous nous dites pourquoi? Vous savez, nous avons eu au Cameroun, jusqu'à ce jour, 2 chefs d'État. On a eu le président Amadou Ahidjo et nous avons aujourd'hui encore le président Paul Biya, qui est un homme qui a fait ce qu'il a pu faire, qui a travaillé. Et aujourd'hui, tel que disait mon voisin de ce plateau, il est l'heure aujourd'hui que le Cameroun, qu'une nouvelle génération d'hommes politiques naisse au Cameroun. Alors, il était question que certainement, dans tous les milieux au sein du RDPC, à l'extérieur du RDPC, la grande question était de savoir est-ce que le président Paul Biya va se représenter ou pas. Alors, je suis d'abord un stratège, je suis un diplomate, je suis un homme d'affaires et je suis tout sauf un aventurier et sauf un rêveur. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est clair que le RDPC, c'est une machine. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui maîtrise encore ce Cameroun dans tous ses ensembles. Et je ne voudrais pas, vous savez, une élection à 2 personnes, à 3 personnes, à 5 personnes, c'est bien. Mais lorsque vous vous retrouvez en train d'aller dans une course à la présidentielle avec à peu près 53 candidats. J'ai dit non, les 53 candidats ne peuvent en aucun cas, il n'y a pas 53 sièges, il n'y a qu'un seul siège. Et à l'intérieur de ces candidats aussi, j'ai appelé ça d'ailleurs bal masqué, parce qu'en fait, on a vu des gens, ou on voit des gens qui aujourd'hui veulent être des chefs d'État, à la limite qui naissent tout de suite. Hein. Moi j'ai un parcours au Cameroun, Gold Star, LG, Lucky Guet, Ascension du Mont Cameroun, les Coupes du Cameroun, ainsi de suite. Donc en passant, en lisant tout ça, en repartant à faire un 3e cycle de diplomatie et stratégie pour préparer effectivement ces présidentielles, je n'atterris pas comme ça dans ce métier-là. Non, je me suis préparé. Et lorsque vous arrivez donc dans une course comme celle-ci, au lieu d'aller vous salir, mieux vaudrait, comme on a vu, hein, comme ça s'est passé, mieux vaudrait prendre du recul et se dire, bon, je suis réaliste, il n'y a pas que 2011, il y a 2018. En 2018, nous avons certainement tous les leaders d'aujourd'hui, qui, en commençant par certainement le président qui aujourd'hui va briguer ce mandat sans même qu'il n'ait besoin de tricher, en passant par John Fundi, en passant par Ben Mouna et puis tous les autres. Voilà une génération qui est en train de sortir de cette course politique. Alors, il y a une nouvelle génération qui naît, pourquoi ne prendrons-nous pas le temps de vouloir... Donc moi, c'est un peu ça. Et j'ai dit aujourd'hui que je prends mon temps, je prends du recul face à cette élection que je trouve gagnée d'avance par le président Paul Biya. Et j'attends mon tour. Docteur Parfait Songué, vous reprochez souvent aux politiciens, ou du moins aux acteurs de la scène politique camerounaise de n'avoir pas une conviction. Aujourd'hui, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui, par conviction, se dit « j'ai besoin de temps pour préparer ou pour aller en profondeur dans ma vision avant de briguer une nouvelle fois ou bien pour une fois »,
à la magistrature suprême. Est-ce que vous pensez que c'est fin ou c'est... Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ce que j'en pense de toute manière, c'est que c'est plus crédible que certaines des candidatures que nous avons dans l'élection présidentielle. Il y a quelque chose de très intéressant quand vous regardez les candidatures à cette élection présidentielle, c'est que vous avez une minorité de personnes qui ont réellement préparé l'élection, qui se sont battues. Et que sans vouloir jeter des fleurs, on a Kawala qui a travaillé, l'argumentaire dont elle fait usage est dense, il y a un contenu, il y a une vision, on voit ce que Ekinzi propose, on sait ce que le SDF est, on sait ce que le RDPC a déjà eu à faire, etc. Ça a plus de valeur que de dire « je me réserve pour une autre fois » que d'avoir ce que nous voyons là. Certains qui sont pratiquement des amuseurs publics qui viennent, ils ont moins de notoriété que certaines personnes qui ne sont même pas dans le champ politique et ils veulent un jour gagner une élection. Ça semble plus crédible, c'est plus sérieux, c'est même, je vais dire, plus responsable comme posture aujourd'hui dans un pays qui a des problèmes et qui a besoin de solutions, pas qui a besoin de personnes qui font de petits calculs mathématiques autour d'une cotisation. N'empêche, je voudrais demander à M. Baba Dodo, vous, le politologue a dit que vous semblez mieux préparé que les autres candidats. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'aspect société? Qu'est-ce que vous proposez de façon concrète? Je me réjouis déjà de ce que la censure ou alors l'évaluation du politologue reconnaissent que l'essentiel du message, du contenu du projet de société de Kawala reflète véritablement une conviction, une vision pour le Cameroun et les Camerounais. Ceci se fonde réellement sur le parcours de terrain, sur l'analyse des problèmes réels, sur la prise en compte des études faites par des chercheurs de notoriété scientifique objective quant à la situation éventuellement meilleure que pourrait connaître le Cameroun et les Camerounais. C'est sur cette base que Madame Wala et l'essentiel de ses collaborateurs dont je fais partie a élaboré ce projet de société. Le projet de société qui s'intitule « Le Cameroun Leader ». Je vous ai dit, ce projet de société qui véritablement se décline à l'horizon 2016 se présente sur 3 grands axes, sur 3 grands secteurs. Et vous comprendrez que c'est l'approche systémique de ce projet de société qui nous fait penser que pour modifier, pour améliorer la qualité de vie des populations, parce que c'est de ces populations qu'il est question. Vous comprendrez pourquoi le slogan du CPP, c'est « les people first », le peuple d'abord. Donc c'est de ces populations qu'il est question. Donc, comme je le disais tantôt, le projet de société vise à améliorer les conditions de vie. Vous avez parlé de 3 secteurs. Est-ce que vous pouvez nous... Je reviens sur ces 3 secteurs en disant que lorsque nous parlons d'excellence des institutions, il faudrait comprendre par là une amélioration du fonctionnement de ces institutions dans le sens de la satisfaction ou alors de la restitution du pouvoir au peuple. Nous disons par exemple qu'il faut refonder l'État. Refonder l'État sur un axe, sur un élément, sur une mesure clé qui est la réécriture de la Constitution du Cameroun. Nous savons pertinemment que nombre de candidats ont un tel propos, une telle mesure dans ce qu'ils pensent être leur programme pour les Camerounais. Mais nous nous démarquons de cela dans ce sens que nous pensons qu'il faille véritablement équilibrer les 3 branches du pouvoir. Quand je parle de 3 branches du pouvoir, j'entrevois le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. En l'état actuel, et vous l'avez dit ce tantôt, vous disiez 23 candidats se lancent d'ici 2 jours à la quête, à la conquête
de la magistrature suprême au Cameroun. Je ne sais pas si vous vous êtes véritablement rendu compte de ce que cela signifie. C'est-à-dire que vous admettez implicitement que l'exécutif occupe la tête du judiciaire. Ce qui n'est pas possible. Ce qui, fondamentalement, inscrit en faux la notion d'équilibre, d'indépendance des trois pouvoirs. C'est dans ce sens que nous disons qu'il faut que la Constitution soit claire. De deux, cette Constitution doit véritablement rendre les gouvernants comptables. Rendre les gouvernants comptables, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces derniers doivent pouvoir rendre compte au peuple qui les a mandatés. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir, sinon rare, il est très rare, je dirais, d'avoir un responsable d'un ministère, si ce n'est celui qui est à la tête de ce ministère, qui rend compte de la gestion des affaires courantes de son ministère. Avec le CPP, la donne change. La donne change fondamentalement. Nous disons, le chef de l'État doit tenir ce que nous appelons des conférences publiques 3 fois par an. Il doit par ailleurs tenir 2 réunions ministérielles, je veux dire 2 conseils de ministres par mois. Et chaque ministre se doit c'est-à-dire de tenir une conférence publique mensuelle sur l'essentiel de sa gestion. Et ce, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, parce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des conférences publiques, des téléconférences. Justement, je vais d'abord demander au Dr Songuès s'il est possible d'arriver à avoir un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire véritablement indépendant. Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est ce qui me fait sourire depuis que j'écoute Baba Dodo. C'est que toutes ces idées, telles que le parti les a pensées, telles que le CPP l'a pensé, sont d'excellentes idées. Il reste un problème, on appelle ça le modus operandi, le mode opératoire. C'est comment? Parce que c'est la question qui jaillit dans mon esprit automatiquement. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce pays qui ont du sens. Et quand on veut même y réfléchir, il y a même de l'essence. Le problème, c'est que il y a une fondation qui n'existe pas. Personne ne peut diriger ce pays de façon cohérente, lisible, prévisible, positive, constructive, tant qu'il n'est pas arrivé à refonder l'individu. Quand je parle de la refondation de l'individu, je voudrais expliquer un processus qui est purement psychologique, qui relève de ce qu'on appelle la psychologie de l'engagement. Il n'y a pas de lien direct, d'après les études menées, entre le fait que quelqu'un soit convaincu du bien fondé d'un acte et le fait qu'il passe à l'action. Le lien, c'est qu'il faut le créer, c'est l'acte de décision. Or, l'acte de décision, on doit aller le chercher dans les dimensions motivationnelles et convictionnelles. Mais les motivations convictionnelles, on doit aller les chercher dans l'histoire. Or, vous avez un problème, c'est que vous voulez qu'un pays fonctionne tel que la logique le veut sans avoir cherché le carburant fondateur de cette transformation. Et ce que je veux dire, je ne parle pas juste du parti CPP, je parle de tous les partis politiques, y compris tout ce qui est présenté par le RDPC. Ils semblent tous présenter des solutions qui ont l'air opérationnelles, mais qui vont souffrir du fait que personne n'a fait le travail de fond, celui de transformation de la société à la base, et le travail qui devrait être fait sur la durée. Le Cameroun est un pays qui est très difficile à gouverner parce que la majeure partie des personnes pour lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous voulez orienter les politiques ne se sentent pas concernées. Est-ce que c'est pour ça que vous, par exemple, vous avez décidé de ne pas participer? Parce que vous pensez que les Camerounais ne sont pas prêts ou préparés? Les Camerounais sont prêts aujourd'hui à pouvoir prendre leur destin en main. Encore faut-il qu'on leur donne la chance. Il faut qu'on leur donne la chance. Cependant, je pense qu'on a aujourd'hui une architecture administrative qui est très bonne. Il faudrait tout simplement qu'on y loge les personnes qu'il faut, aux places qu'il faut. C'est ça qu'il faut au Cameroun aujourd'hui. Et
au-delà de ça, on a également des institutions qui ont été créées pour pouvoir les rendre opérationnelles. Mais nous avons une bonne architecture administrative qui, en principe, une constitution aussi, qui, en dehors de quelques points qu'il faudra essayer de remettre, avec l'aval peut-être du peuple camerounais, parce qu'il est question de l'avenir de tout notre peuple. Donc, il y aura peut-être un référendum sur tel point, mais nous avons tous, chaque homme politique vient avec sa vision, vient avec ses idées, mais est-ce que ces idées cadrent avec la volonté du peuple? Donc, il faudra certainement... Vous dites notamment que la manière avec laquelle la politique est faite au Cameroun contribue à ne pas désintéresser les populations. Effectivement, vous savez, on a vu jusqu'ici, je prendrai le cas de... nous savons qu'aujourd'hui, le RDPC, c'est une machine politico-administrative. Donc, on a vu le président de la République en campagne ici, à Douala. Toute l'administration était là. Toute l'administration. Tout le gouvernement. Permettez que je vous pose cette question. Si vous vous étiez présidenté et qu'au soir du 9, vous deveniez le président de la République du Cameroun, comment est-ce que vous allez procéder pour qu'au moment de briguer un prochain mandat, que les personnes que vous avez nommées n'aillent pas en campagne? Non, je pense qu'il faudra faire effectivement à chaque moment son temps. Et à chaque moment, il faut, ici, le président est en campagne avec 23 candidats. Il y a 23 candidats, chacun d'eux devrait aussi prendre... on a défini un temps d'antenne pour tous les candidats. 5 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Nous avons vu à la télé hier que pratiquement une visite d'État, le président n'était pas à Douala pour une visite d'État. Il était à Douala pour une campagne. Oui. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut dissocier ces deux choses-là et amener les Camerounais... Docteur Songa, est-ce qu'on peut dissocier? Oui, disons qu'à priori, ce qu'il pose comme problème, c'est même assez technique. Il pose en fait le problème d'abord des ressources de campagne. Le fait que la majeure partie des pays en Afrique subsaharienne qui se servent à la démocratie ait tendance souvent à utiliser les ressources de l'État. Lorsque c'est le parti au pouvoir qui bat campagne pour mener sa campagne. Ce n'est pas tout à fait correct. Partout où la démocratie a pu évoluer, on s'est attelé à ce que, n'est-ce pas, il n'y ait pas d'inégalité dans l'exploitation des ressources disponibles par rapport à la campagne. Et c'est une véritable acrobatie qui n'a pas encore commencé chez nous et qui mérite réflexion. Comment aider à ce que les uns et les autres puissent avoir des chances équitables sans que les ressources de l'État soient allouées prioritairement à un parti spécifique parce que lui, il a ce privilège. C'est une problématique qu'il faut traiter et qu'il faut creuser. Je voudrais aussi dire de toute façon que ce n'est pas aussi simple que ça. À partir du moment où au niveau définitionnel, les choses ne sont pas claires, il est très facile que le parti qui est au pouvoir exploite les ressources de l'État. C'est un travail qui revient à tout le champ politique et l'ensemble du champ démocratique camerounais. Je voulais revenir sur autre chose que j'ai entendu tout à l'heure. Et c'est une démarche que j'écoute avec beaucoup d'attention. Il faudrait qu'on attire l'attention des Camerounais sur le fait que ce pays ne pourra jamais avancer tant qu'ils attendent qu'on leur donne une chance. C'est le problème, c'est la démarche. Il ne s'agit pas d'attendre qu'on nous donne une chance, il s'agit de se saisir soi-même de sa chance. Il s'agit de se saisir de sa part de responsabilité dans la transformation sociale. Et c'est pourquoi c'est l'individu sur qui il faut compter. D'un autre côté, on ne peut pas, je le dis comme ça, en passant, diriger le Cameroun en ignorant que le Cameroun fait partie d'une planète qui est en mouvement avec tout ce qu'il y a comme interférence, comme influence. Et c'est là où fondamentalement il faut travailler sur les niveaux infra-étatiques et redonner le pouvoir en termes de stratégie globale, de stratégie sur le long terme à ceux qui sont censés neutraliser un pays. Les chefferies traditionnelles, encore qu'avant on les appelait royaumes, c'est la bonne appellation,
Le sentiment d'appartenance à une même identité commune, et c'est là où on vient pervertir toute une société avec un tribalisme qui est d'une profonde sottise, et le sentiment d'appartenance à un même Dieu, c'est là où on vient diviser toute une population avec une pluralité explosive d'églises de réveil. Donc, les problèmes de fond, il faudrait les poser. Tant qu'on ne les a pas posés, tous les partis politiques vont souffrir des insuffisances dans le champ social. Est-ce que vous avez tenu compte de cela au CPP? Le CPP se félicite de ce que les points de vue du politologue convergent clairement avec ceux du CPP, ceux qui ont véritablement fondé, motivé, inspiré l'essentiel de la rédaction du projet de société qui est le nôtre. Je tiens à, dans le sens de notre projet de société, dire quelque chose à M. Songuet, au docteur Songuet, en disant tout simplement que nous aurions été dans un amphi, nous aurions été à l'université, ça aurait été un plaisir de rentrer sur le champ purement scientifique pour en débattre en tant qu'initiés. Mais aujourd'hui, il importe de notre part de nous adresser aux Camerounais en disant ceci, que ce projet n'est en fait que l'expression des aspirations, des volontés, des besoins des populations à la base. C'est sur la base d'un travail de longue haleine sur le terrain que nous avons pu modéliser l'essentiel des propositions que nous leur apportons. C'est la raison pour laquelle nous disons que les paramètres motivationnels et convictionnels des individus dans le sens du changement ne peuvent pas véritablement démarrer, ne peuvent pas véritablement être pris en compte dans une approche unique. Il faut aussi tenir compte de l'aspect systémique. Le système dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'il fonctionne, lequel est-il, et surtout, n'oublions pas que les sociétés ne sont pas immuables, elles évoluent. C'est la prise en compte de tous ces éléments qui nous permet de dire une chose, les Camerounais sont prêts. Je vais vous dire une chose qui est claire, nous avons été sur le terrain et face à la machine, la vaste machine du RDPC, qui a malheureusement, à notre sens, malheureusement habitué les Camerounais à se mobiliser pour les campagnes, tout en sachant qu'ils recevront 5 000 francs et un pain, puis une bière, une cuisse de poulet, un sac de riz. Vous voulez dire que les difficultés de mobilisation, par exemple, des militants du CPP, c'est parce que vous... Au contraire. Ce que je veux dire, c'est que nous avons pu nous rendre compte de ce qu'il y a des Camerounais qui, parce qu'ils sentent qu'il est l'heure, que ces Camerounais peuvent se mobiliser tout en sachant qu'à la fin de 5 heures de causerie, ils n'auront pas forcément 5 000 CFA. Ça, nous avons pu l'observer sur le terrain. Et c'est dans ce sens que nous disons, selon les propos, d'après les propos du politologue, que les Camerounais ont pu se rendre compte qu'ils peuvent se saisir de cette chance. Se saisir de cette échéance électorale qui leur donne une opportunité inouïe, importante de pouvoir changer, de pouvoir apporter le changement, de pouvoir mener une révolution démocratique qui leur permet d'apporter le changement par l'alternance via les urnes. Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce que le CPP apporte? Alors, nous avons tout à l'heure examiné la question sur le plan politique. Sur le plan économique, nous disons qu'il faut pouvoir faire du Cameroun le leader ou alors l'une des 10 puissances africaines à l'horizon 2016. Et cela s'étale sur 6 piliers en général. La première des choses, c'est qu'il faut faire du Cameroun la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Je dirais même mieux, consolider une situation qui est tout à fait naturelle. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier de cet axe économique, c'est de faire du Cameroun le grenier de l'Afrique centrale. Vous savez,
Du Nigeria jusqu'au Congo, nous avons 360 millions de personnes. C'est pratiquement aussi important que le marché de l'Union européenne ou encore le marché des États-Unis. Nous nous sommes longtemps tournés vers l'extérieur. Nous avons, dans ce sens, le politologue pourra parler tout à l'heure de l'extraversion économique. Nous disons qu'il est possible maintenant de se retourner et de regarder à l'intérieur de l'Afrique. Nos frères, nous constatons une chose, si vous allez dans le nord, vous découvrirez que l'essentiel de la production de coton s'en va au Nigeria, s'en va au Tchad. Ce sont des choses qui sont déjà faites. Si vous allez dans le sud, vous allez par exemple en bas, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que les Camerounais. C'est pratiquement toute la marchandise du Cameroun qui s'en va en Guinée équatoriale, au Gabon. Donc c'est déjà un fait. Mais quels sont, sur le plan réglementaire, sur le plan organisationnel, sur le plan stratégique, sur le plan même institutionnel, les mécanismes que nous mettons en place pour pouvoir non seulement profiter d'un fait comme celui-là, mais booster l'essentiel de la production à travers toutes les technologies possibles. Voilà ce que nous entendons par devenir le grenier de l'Afrique centrale. Le troisième élément, c'est véritablement, nous disons, il faut développer l'économie informelle. Justement. Sur cet élément-là, nous disons, le PIB du Cameroun est à 90% soutenu par les acteurs du secteur informel. Si vous voulez, dans un pays, pouvoir générer de la richesse à travers la création de l'emploi, à travers l'augmentation du pouvoir d'achat, trouver les mécanismes institutionnels, réglementaires, organisationnels et même juridiques pour que cette population-là soit accompagnée par un appui technique, un appui financier pour qu'ils puissent s'autogérer. Au lieu de créer 25 000 emplois au secteur public qui en est essoufflé. Est-ce que vous partagez cet avis, M. Jean-Blaise Gouette? Je voudrais que vous me permettiez de revenir un petit peu sur mes propos tout à l'heure. Quand je dis qu'on donne la chance à chaque Camerounais. Vous savez, les Camerounais, le Cameroun et les Camerounais sont très, très entreprenants, aussi bien en Afrique, dans la sous-région qu'en Afrique. Nous sommes un peuple qui travaille, un peuple qui, en principe, se débrouille. Et vous savez comment ça se passe dans notre pays. Les Camerounais, quand ils veulent faire, ils le font. C'est vrai que beaucoup préfèrent aujourd'hui, et toujours d'ailleurs, travailler dans l'informel, parce que cet informel est soutenu pour alimenter un système, nous le savons très bien. Et, mais à côté de cela, vous savez, lorsqu'on a sa vision, quand on a ses projets, quand on a ses ambitions au Cameroun, pour avancer, on sait bien qu'on est parfois, on fait face à tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous décourager. J'en ai été moi-même victime. Je le dis en connaisseur. Et donc, les Camerounais, ceux qui, en principe, à qui on donne, mais ici, si beaucoup se retrouvent là où ils se retrouvent aujourd'hui, si on a une lutte acharnée contre certains fléaux que nous connaissons tous ici, c'est parce que les personnes à qui on a confié aussi bien les pouvoirs que les responsabilités, beaucoup n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et beaucoup ne le méritent pas. Vous voyez? Ceux qui méritent, quand ils font, il faut en fait qu'on leur enlève même ce qu'ils savent faire. Et ce qu'ils sont en train de faire de leur propre initiative. Et ça, c'est notre pays. Donc quand je dis donner la chance à chaque Camerounais, ceux de nos frères qui, dans la diaspora, sont assez frustrés du Cameroun, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont raison et il y a d'autres qui n'ont pas du tout raison. Vous voyez,
Nous avons la fuite des cerveaux aujourd'hui dans notre pays. Ces personnes-là se disent, on va chercher l'Eldorado ailleurs. Ce n'est pas dans notre pays. Donc, ce qui est vrai. Alors, je dis, on a certains Camerounais qui veulent certainement, qui sont arrivés dans cette élection, dans la campagne de cette élection présidentielle, à aller au-delà, à vouloir du fédéralisme. Donc, c'est une division du Cameroun. Il faut voir pourquoi. Je ne suis pas d'accord pour qu'on soit divisé, mais je crois qu'il faut écouter chaque Camerounais, voir qu'est-ce que les uns et les autres peuvent apporter et qu'on donne la place à chacun, qu'on lui laisse la possibilité de pouvoir apporter ce qu'il peut apporter aussi à ce pays. Pensez-vous, Dr Songhé, que les hommes politiques au Cameroun en ce moment ne donnent pas la facilité ou la possibilité aux Camerounais de comprendre véritablement la chose politique et pouvoir imposer leur vision? Disons que la question en elle-même me pose un problème parce qu'elle me ramène à la question de savoir qui a le pouvoir. Ce n'est pas les hommes politiques. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Vraiment, je vais le dire de façon prosaïque cette fois. De manière élémentaire, il est normal que l'on compte sur l'État pour changer un pays. Mais lorsque l'État a failli, lorsque l'État dysfonctionne, lorsque l'État est défini comme étant fragile, il faut chercher des modes opératoires qui permettent d'aider l'État à nous aider. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il faut aider l'État à nous aider. Pourquoi? Parce que l'État, depuis pratiquement la dislocation de l'URSS et la fin du système westphalien, c'est que les logiques d'État-providence qui sont tombées de côté, il est encore plus difficile aujourd'hui de diriger un État en Afrique subsaharienne qu'avant. Ça, c'est un facteur. Depuis que j'écoute les leaders d'opinion dans le champ politique au Cameroun, ils répondent plus au pourquoi, pas au comment. C'est ça mon problème. Monsieur Baba Dodo a parlé de quelque chose de très intéressant. Il parlait des logiques d'amphi. Mais ce n'est pas les logiques d'amphi qui me font parler. J'ai fait le tour du Cameroun en tant que consultant et formateur pour un programme des Nations Unies. J'ai rencontré les Camerounais de tous les arrondissements dans ce pays. J'ai formé en première phase plus de 700 observateurs électoraux et après je me suis retrouvé en train de former près de 3000. Je vous parle du Cameroun que je connais sur le terrain, ce n'est pas dans les logiques livresses. Il se trouve que malgré l'envie que certains, je dis bien l'envie, que certains ont d'améliorer leur qualité de vie, ils n'ont pas la volonté pour passer à l'acte, pour se transformer. Le changement organisationnel est une affaire de stratégie. Effectivement, je suis d'accord que quand on parle de changement organisationnel, il faut identifier le système, identifier les différents éléments du système, identifier les différents systèmes d'alliance qui existent, les champs de force, etc. Mais il ne faut pas compter sur la logique habituelle s'il veut que c'est l'État, c'est du sommet de l'État que le changement parte. Comptons sur le fait que l'on peut éduquer les populations à la base quant à c'est qu'elles prennent conscience du fait que c'est elles qui possèdent le pouvoir et qu'elles enclenchent le changement qui va aider à ce que l'État les aide. Tant qu'on part sur la logique traditionnelle, on va échouer. C'est là le problème. Et maintenant, je voudrais finir en disant, il faudrait justement que l'on quitte de ces postures mentales où il y a des gens qui sont victimes. Tant que les Camerounais sentent qu'ils sont victimes du système, ils perdent leur marge de manœuvre. Il ne s'agit pas d'être victime, il s'agit de réagir de façon dynamique, constructive, positive, durable et pérenne sur un système qui vous frustre. Et non de se limiter aux constatations qui veulent que vraiment le système ne veut pas mon bien et vraiment je suis malheureux. Il s'agit de ça, d'amener les gens à réaliser le potentiel qui est en eux, de réaliser les possibilités, les capacités, les opportunités et de réaliser qu'ils peuvent s'organiser pour transformer la société depuis les micro-entités systémiques qui sont à la base. Et ça, c'est possible. Oui, monsieur Jean-Blaise. Je voudrais réagir au propos du docteur Songhé. Vous savez, le Cameroun vit aujourd'hui dans la peur et la terreur. Et il faut le prendre très au sérieux. Ce n'est pas la faute de n'avoir pas essayé, ce n'est pas la faute de n'avoir pas voulu prendre son destin en main, mais je pense que les Camerounais, il ne faut pas les pousser à bout. Et aujourd'hui, on a vu à Limbé, c'est réel, hein, ça c'est des faits réels qu'il faut prendre au sérieux. C'est plus... donc on a vu à Limbé, la banque qui a été... on a vu ici là, à Bonabéry, les Camerounais qui ont réagi. On a vu un acte tout récemment sur le pont du Vouri, d'autres qui ont réagi.
je pense que là aussi, vous savez, lorsque il y a un mal profond dans l'air, quand en face, c'est-à-dire que les gens ont utilisé tous les moyens de recours pour qu'on puisse les écouter, pour qu'on puisse les entendre, quand à la limite il arrive qu'ils ne soient pas écoutés, que leurs problèmes continuent à être traités comme si en fait tout leur revenait, il ne fallait que... Alors ils se disent, ok, on n'a plus d'autre solution que peut-être qu'à partir de là, on peut nous entendre. Vous voyez? Parce que jusqu'ici, les Camerounais, je crois qu'ils font... ils aiment tous ce pays, comme tout homme politique. Et lorsqu'un homme politique se lève pour créer un parti politique, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour un intérêt quelconque, mais il veut prendre, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit, peut-être que je peux faire quelque chose, je peux apporter quelque chose. Et aujourd'hui, quand vous renoncez, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir déçu vos militants qui croyaient en quelque chose? Non, je pense que, vous savez, le président Mitterrand est arrivé au pouvoir après combien d'années? Le président Chirac est arrivé au pouvoir après combien d'années? Sarkozy est arrivé au pouvoir avec combien d'années de politique? Il n'y a qu'en Afrique où on pense qu'on crée un parti politique aujourd'hui et demain on est président de la République. Moi je dis non, la politique c'est travail, c'est un chemin, c'est un parcours et c'est une histoire aussi. C'est peut-être un reproche aussi Pipi qui commence au sommet de l'État. Oui, permettez-moi de dire une chose qui est fort évidente, c'est que nous aussi, Pipi, nous ne concevons pas la politique comme étant le simple fait de se lever et de vouloir gérer un pays. Ça, ce sont des considérations traditionnelles, classiques, qui aujourd'hui sont quelque peu dépassées. Le CPP a vécu une expérience formidable, celle de voir des populations qui, sur la base de l'essentiel des relations, de renforcement de leurs aptitudes pratiques sur le terrain, relations d'accompagnement dans l'essentiel de leurs activités professionnelles quotidiennes, d'accompagnement dans l'amélioration de leurs conditions de vie, des populations qui finissent par exhorter, appeler, sommer à la limite un individu, que dis-je, une personne, Madame Walla, de pouvoir s'élever au niveau où celle-ci peut systématiser l'essentiel des pratiques qu'elle leur a proposées. C'est dans ce sens que je voudrais dire une chose au docteur Songhai en lui disant que nous également, moi également, j'ai parcouru le Cameroun et j'ai discuté avec ces populations de la base, ces populations du Cameroun profond. Et je me suis rendu compte d'une chose, que ces populations avaient toujours quelque chose à la bouche. On va faire comment? Ce on va faire comment exprimer en quelque sorte ce que je pourrais qualifier de désarroi, ce que je pourrais qualifier de dépit. Et ce qui était possible, ce qui était évident de lire, c'est que ces populations avaient perdu le rêve. Et c'est ce rêve qui leur a été communiqué. C'est ce rêve qui a véritablement été impulsé en elles, ces populations. C'est ce rêve-là qui leur a permis de se rendre compte d'une chose, que en fait, le pouvoir, et je me réjouis de ce que M. Songhai en parlait, le pouvoir n'appartient pas au sommet. Le pouvoir appartient au peuple. Et ce peuple est capable de reprendre ce pouvoir. Et l'actuelle échéance électorale est ce que nous aussi, Pipi, nous appelons le troisième rendez-vous de l'histoire. Le troisième rendez-vous du peuple face à son destin. Et le troisième rendez-vous du peuple face à la possibilité, non,
la certitude de récupérer leur pouvoir. Voilà. Et c'est dans ce sens que nous leur disons, pour terminer avec l'axe économique, qu'il est possible, d'ici 2014, de créer 500 000 emplois et 300 000 chaque année après, jusqu'en 2016, parce que nous pensons qu'il est possible véritablement de ramener le septennat au quinquennat. Ça, c'est pour achever avec le volet économique. Et maintenant, en embrayant avec le volet social, nous disons tout simplement qu'il faut mettre en place des systèmes, de nouveaux systèmes qui se distinguent par leur excellence, qui se distinguent par... Mais tout de même, hein, Oui. malgré votre brillante démonstration, je dirais, est-ce que vous pensez que à seulement parler comme vous le faites, vous réussirez à convaincre les populations? Ceci étant qu'on a vu le CPP seulement pour les présidentielles. Le CPP sur le terrain, on ne connaît véritablement pas. Ok, je préfère très rapidement récupérer votre interrogation au vol pour vous dire que quand vous dites le CPP sur le terrain, on ne connaît pas, c'est parce que vous voulez absolument, vous le dites en tenant compte des paramètres, des variables qui s'appuient sur les canaux de communication conventionnels, Non, les pas médias forcément. et autres. Non, pas forcément. Prenons par exemple, hein, Oui. vous arrivez seulement au présidentiel. On voudrait peut-être on aurait peut-être souhaité que le CPP passe par les législatives, qu'on voit comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous procédez. Je me dis, pour convaincre, il faudrait déjà, comme vous dites, il y a un Cameroun profond, le Cameroun qui est à la base, que vous travaillez avec ces populations avant maintenant peut-être de penser. Au-delà du fait de convaincre, nous soulignons une chose, c'est que nous n'arrivons pas comme l'image pour reprendre les propos de quelqu'un, comme un éléphant qui entre dans un magasin. Vous vous appuyez sur l'expérience de Madame Walla au SDF? Non, pas du tout. J'ai dit l'essentiel de l'ambition de Madame Walla au présidentiel vient du fait qu'elle a une expérience inouïe avec les populations. Je vous parlerai par exemple du cas du marché Sandaga. Juste durant les 15 jours, Pas non? du tout. Bien avant? Madame Walla, je vous le rappelle, s'est présentée, a déclaré officiellement qu'elle était candidate le 23 octobre 2010. Et du 23 octobre 2010 à octobre Elle a 2011, ça oui. fait un an, c'est largement suffisant pour s'approprier et avoir cette expérience formidable que vous pensez du Cameroun et de maîtriser les problèmes des Camerounais 12 mois. Vous analysez le fait par l'aval. Oui, j'aimerais préciser quelque chose. Peut-être que ça va un peu surprendre M. Baba Dodo. Moi, j'ai la preuve que Kawala a commencé à travailler depuis au moins 2 ans sur la question de sa candidature. Donc, ce n'est pas là le problème. Hein. Je suis contre le principe des médailles à titre posthume, me semble teinté d'hypocrisie, surtout chez nous. Mais je voudrais qu'on soit sérieux pour certaines choses. Monsieur Jean-Blaise Guetta soulevait un problème tout à l'heure, qui est un problème profond. En fait, ça va en harmonie avec ce qu'on appelle un malaise et un mal-être social qui a duré, et ce qu'on pourrait appeler il y a 2 variables, le seuil de tolérance et les masses critiques. Tant que le régime en place ne fait pas attention à ces éléments, seuil de tolérance, masse critique, qui va en harmonie avec peut-être, je vais dire, le besoin de justice, ça peut exploser. D'accord? C'est un problème sérieux, c'est un problème très sérieux. Cependant, pour que l'explosion ne soit pas destructrice, il faudrait qu'elle soit fondée sur quelque chose, et c'est ce que j'étais en train de rappeler tout à l'heure, c'est qu'il faut refaire les repères qui permettent aux uns aux autres de savoir qu'ils appartiennent à ce pays et qu'il y a une entité depuis laquelle, une souche depuis laquelle on pourrait s'appuyer. C'est cette histoire que beaucoup ne connaissent pas. Cette histoire, l'ignorance de cette histoire qui amène beaucoup à croire que le tribalisme a du sens. L'ignorance de cette histoire qui amène certains, permettez que je le dise comme ça, à croire que l'UPC est un parti de Bassa. Et l'ignorance de l'histoire qui amène certains à dire des choses qui sont des contre-vérités, par exemple sur les précédents présidents de la République, parce qu'ils ne comprennent même pas les contextes dans lesquels ces régimes, n'est-ce pas, ont été, je dis, jusqu'au régime actuel. Parce que beaucoup aiment souvent parler de M. Biya, je le dis comme ça en parenthèse, entre parenthèses, ils ignorent qu'avant qu'il devienne président de la République, il avait déjà 20 ans d'expérience administrative dans ce pays.
Donc il y a un angle d'attaque qui manque dans l'analyse situationnelle parce que les gens ne comprennent pas la réalité. D'un autre côté, je crois, et il a encore raison de le dire, il faudrait éviter de souffrir de ce qu'on appellerait le syndrome de la satisfaction instantanée, où, n'est-ce pas, certains oublient les règles naturelles, ils veulent qu'un arbre ne pousse pas en un jour, et que fondamentalement, il y a un construit qui permet d'arriver à un certain niveau. Je ne vais pas dire que Kawala soit jeune en politique ou bien le CPP soit jeune en politique, je reconnais, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est bien de noter ce qui a été bien fait, qu'il y a un travail de fond dans ce parti. Mais le problème, c'est que quel que soit ce qui est dit, tous ces partis, même ceux qui se montrent sérieux, gagneraient à répondre à la question du comment résoudre les problèmes. Le tout n'est pas de dire voici ce qu'il faut faire. Je dis bien comment, parce que je suis un technicien. Peut-être que certains voient la dimension politologique universitaire comme ça, mais quand on a bien compris ce qu'est un enseignant d'université, il y a la mission de formation, celle de recherche, il y a celle d'appui au développement. Les enseignants d'université qui ont compris, ça sont des hommes de terrain dont on résolve des problèmes. Je tiens à ce que les uns et les autres qui entrent dans cette bataille, parce qu'ils veulent diriger le Cameroun, comprennent que la dimension opérationnelle est extrêmement délicate et il faut la densifier. Le tout n'est même pas... Je crois qu'on peut gagner une élection au Cameroun si on la prépare bien. Le problème, c'est que si on a le pouvoir, est-ce qu'on est capable de l'exercer? Est-ce que c'est cet argument-là qui vous a fait plier l'échine? Non, je voudrais poursuivre un petit peu dans l'idée du docteur Songhai, en parlant cette fois du... vous savez, le Cameroun est un pays féodal. Lorsqu'on regarde la configuration de notre pays, le nord, le grand nord, c'est les musulmans. Au-delà de ça, on a des lamidos. Et dans la culture donc de cette région du parti de Cameroun, la femme a sa place dans l'arrière-cour. La femme n'est jamais avec des hommes. Quand on revient du côté de nos frères de l'Ouest, les Bamileke, là aussi on trouve une culture des chefs. Quand on va chez les Fon, c'est également la même chose. Bon, donc je réagis par rapport à... je voudrais apporter ici un éclairci à certains de nos jeunes frères qui peuvent penser, notamment les jeunes du CPP et puis les autres, et tous ces Camerounais qui, en fait, tous ces jeunes-là qui, aujourd'hui, peuvent penser que le changement interviendra là demain. Je voudrais leur dire de prendre en compte tous ces paramètres-là. Il viendra certainement le changement un jour, mais ce n'est surtout pas pour demain. Parce que quels que soient les cas, au nord Cameroun, on a les lamidos. On sait que tous ces lamidos sont pour la plupart les barons du RDPC. Tous, pour la plupart. Lorsqu'on revient du côté des Bamoun, c'est également la même chose. Du côté des Bamileke, c'est la même chose. Du côté des anglophones, c'est tout à fait la même chose. Et en un temps, 3 mouvements, c'est tout le Cameroun qui est en fait dans les mains d'un système. Est-ce une façon de dire que le RDPC va une fois de plus remporter? Non, moi je voudrais tout simplement dire à tous ces jeunes qui aujourd'hui attendent la victoire de tel ou tel ou tel ou tel parti et peuvent se dire que si notre candidat ne gagne pas, on aura bourré les urnes ou encore c'est anormal. J'ai dit aux Camerounais de s'attendre à la victoire du RDPC parce que non seulement c'est l'appareil étatique, c'est une machine. Et face à cette machine, nous autres, nous avons encore le temps d'apprendre. Nous avons le temps à la limite de renverser un peu cette donne-là, de la travailler d'abord. Le docteur Songhai disait tout à l'heure, il faut commencer par la base. Vous voyez? Et donc, après, on pourra forcément penser que demain, on peut changer. Mais est-ce que le Cameroun, sans vouloir vous vexer,
est-ce que le Cameroun, les Africains sont prêts aujourd'hui à accepter, l'Afrique centrale, une femme à la tête de notre État? On a l'impression que vous renoncez et que vous n'êtes même pas ouvert véritablement. Vous trouvez que peut-être le changement est impossible? Non, le changement en lui-même doit se faire. Mais le changement à la tête du pouvoir aujourd'hui, du RDPC aujourd'hui, ou du Cameroun aujourd'hui, demain non. Il faut ne serait-ce qu'avoir... Vous voyez, quand on analyse le contexte politique, électoral dans lequel nous sommes là aujourd'hui, le SDF, nous le savons tous, ce grand parti pour lequel j'ai beaucoup de respect et qui reste jusqu'ici le deuxième parti politique au Cameroun en termes de l'implantation sur le territoire national, a appelé tous ses militants à ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc ils sont restés fermes sur cette position-là. Il y a eu éclatement, division. Donc on a eu certains membres qui ont créé leur parti politique et qui sont en plus dans la course à cette présidentielle. Et lorsque le chairman prend la décision d'appeler tous ses militants à aller à cette élection, 2 semaines ou 3 semaines plus tôt, c'est tard, pour les uns et les autres. Et donc, il y a à peu près 10% seulement, ou 20% maximum des militants, sympathisants et amis qui se sont inscrits. Alors, je termine. Et donc, de ceux-là qui se sont inscrits, il y aura certainement un vote de 50% pour le chairman. Il y aura peut-être les autres 50% vont être repartis pour les 2 autres dissidents. Donc pour Kawala, normalement, pour Ben Mouna. Et je vois très mal le changement aujourd'hui, d'où il pourra venir. Quels sont ces électeurs qui n'ont pas pu s'inscrire hier, qui vont... Oui, docteur Soumou. Oui, je vais dire quelque chose qui va peut-être aller en déphasage avec tout ce qu'on s'est dit depuis que nous avons lancé ce programme. L'opposition n'a pas réalisé qu'elle peut battre les RDPC. En termes de projection, au niveau mental, représentation, l'opposition actuelle, de par le potentiel humain, la base électorale, aurait pu battre les RDPC ou serait en position de battre les RDPC sous 2 conditions. D'un, qu'elle ait préparé vraiment l'élection présidentielle en termes de stratégie globale dans la durée, et de 2, qu'elle ait réussi à être unie. Je vais vous dire des éléments qui sont des éléments de terrain. J'entends la communication politique autour des questions des partis politiques au Cameroun qui aiment bien brandir le SDF comme étant le parti d'opposition le plus puissant, etc. Or, en réalité, au-delà de cette image qui est affichée, il y a un certain nombre de partis qui se sont structurés et qui ont une base électorale solide, qui ne sont pas nécessairement affichés comme étant des grands opposants, mais qui réellement étaient capables, s'ils avaient uni leurs forces au SDF, de battre les RDPC. Je dis à plat couture, proprement. Je prends un qui n'a pas eu ça, qui n'a pas eu le privilège d'avoir son candidat retenu, c'est le PURS. Le PURS a une solide base électorale. Je suis sur le terrain, je vois des choses. Kawala en a, et Kindi en a. Et en fait, si vous réussissez à prendre 4, 5 partis qui isolément se sont bien organisés, s'ils avaient tout simplement pensé, vraiment pensé, une collaboration, une cohabitation dans l'opposition, ils auraient battu le RDPC. Dans le pire des cas, il y aurait eu une compétition très serrée. Mais ils sont toujours là en rang dispersé. Vous y avez pensé, on ne sait jamais. Hein. Vous y avez... Vous constatez que j'ai une petite mine risible. Je remercie M. Gouet pour sa prophétie, sa présentation du scénario du 9 octobre.
Et je remercie aussi le politologue pour sa lecture de ce que le RDPC certainement s'en va déjà gagnant. Mais je tiens à leur dire que le 9 octobre, c'est à 2 jours près et que certainement, ils pourront se rendre compte de ce que l'essentiel de la lecture qui est faite sur la base de certains paramètres, d'un certain prisme, peut être faussé. Peut être faussé certainement parce que les Camerounais, pour cette opportunité, pour cette échéance électorale, ne se focalisent pas forcément sur la personne, parce que c'est peut-être ce sur quoi nous avons le plus discuté ici, la personne de l'actuel président, la personne de Mme Kawala, la personne du chairman et ainsi de suite, alors que les populations se focalisent plutôt sur l'essentiel de leurs conditions de vie. C'est-à-dire que ces candidats en face ont concocté quoi d'intéressant pour elles, pour ces populations. Et c'est dans ce sens que je me désole quelque peu d'entendre que le changement n'est pas pour demain. Parce que mais le changement, c'est pas la aussi, personne. tout au moins, vous dites que si vous changement... arrivez au pouvoir, vous avez jusqu'à 2016 pour qu'on essaye de voir les prémices de ce écoutez, changement. Ce n'est pas comme si au soir du 9, juste après votre arrivée au palais des Toudi, le Camerounais va voir le changement. Comme ça, vous vous accordez aussi du temps. Ça dépend de ce que vous entendez par changement. Mais tout au moins, nous n'allons pas attendre 2035 pour voir le Cameroun en train d'émerger et non pas encore émergent. C'est-à-dire, non, et pas encore émergé, mais encore émergent. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que dans l'essentiel de ce projet plus ou moins nébuleux, vaseux, nuageux, c'est qu'on n'entrevoit pas véritablement ce qui constitue le quoi de ce Cameroun émergent. Mais nous disons le Cameroun leader, horizon 2016, sur le plan social, c'est une réforme de l'éducation. C'est la véritable histoire enseignée dans le programme scolaire. C'est, compte tenu de ce que nous sommes au XXIe siècle, que nous ne sommes pas un vase clos, 1 million d'ordinateurs par an pour dans les le femmes système. rurales, hein? Vous voulez savoir ce qui est fait pour les femmes, ce qu'on ne peut pas pour les femmes Non, rurales? j'ai lu notamment à l'Est les promesses de la candidate. Voilà, Oui. c'était les centres multimédia pour toutes les écoles et 1 million d'ordinateurs pour les femmes rurales. Ah, non, vous n'avez pas compris, c'est pas dans ce sens. C'est 1 million d'ordinateurs dans le système éducatif par an. Et les femmes rurales pourront bénéficier d'un certain appui technique, technologique, à travers des encadreurs spécifiques qui les accompagneront dans la maîtrise de l'outil informatique, pas dans l'essentiel de leur activité rurale. L'outil informatique va aider la femme rurale, entre guillemets, telle que je la vois aujourd'hui, à résoudre lequel de ces problèmes. Ça dépend de ce que vous entendez par ce que vous entrevoyez dans le... Monsieur Babadodo, je vais commencer par dire quelque chose qui m'a intéressé quand vous parliez de recruter 500 000 personnes en un an. C'était ça? Non, en 3 ans. En 3 ans. Techniquement, il est possible au Cameroun, je vous parle du Cameroun d'aujourd'hui, de recruter 1 million de personnes en un an. Merci beaucoup. C'est possible, c'est du réel. Il s'agit tout simplement de réaménager les rapports entre l'État et les sociétés, entreprises privées, et améliorer, n'est-ce pas, la fiscalité, négocier un certain nombre. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les entreprises au Cameroun, entreprises privées, qui sont surexploitées, alors qu'on pourrait segmenter leurs postes en 3 ou 4. Il y a un certain nombre d'entreprises qui refusent de recruter parce qu'elles ont peur de tout ce qu'il y a comme impôts et tout ce qu'il y a comme fiscalité. En fait, vous savez, en réalité, quand on a étudié l'environnement camerounais, on se rend compte qu'il y a une absence de lisibilité, de prévisibilité
dans la logique de développement. Il n'y a pas de rapport compréhensible entre l'école et le monde des entreprises. Lorsque vous êtes en train de dire, par exemple, l'histoire qu'on va mettre, je suis d'accord parce que ce n'est qu'à travers l'histoire qu'on va donner une âme au programme de développement dans ce pays, qu'on va donner un esprit au programme de développement dans ce pays et qu'on va donner une âme à l'école déjà. Mais attends, il faudrait que je précise. En fait, c'est en fonction d'une vision globale de développement que l'on sait quel secteur prioriser dans l'école et quel est le rapport à l'environnement professionnel et pourquoi créer des entreprises spécifiquement dans tel domaine comparativement à d'autres. Pourquoi prioriser l'économie d'abord dans les rapports sud-sud comparé au rapport nord-sud et comment s'arranger à ce que lorsque nous produisions une denrée, au lieu d'exporter 75%, qu'on exporte 25% et que 75% soit réservé aux populations nationales. Vous avez dit quelque chose qui est aussi intéressant. Décidément. Vous dites des choses intéressantes, il faut le reconnaître. C'est qu'il faut aller dans le rural. Mais je vais vous dire, la décentralisation au Cameroun souffre d'infirmités multiples. Et l'une de ces infirmités est conséquente au fait que ceux qui doivent l'implémenter ne la trouvent pas tout à fait à leur avantage. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que même si on avait réussi à la lancer, on trouverait très vite, parce que c'est là où l'expertise est importante, qu'il y a un déséquilibre de croissance entre l'environnement rural et l'environnement urbain. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas pensé la décentralisation en termes de contextualisation de celle-ci et de croissance équilibrée. Et encore, on retombera sur l'autre problème, c'est que pour que la décentralisation ait du sens et qu'elle ait même cette essence, il faudrait que les populations y contribuent. Je dis, Participation. je sais que vous êtes en campagne, ce qui en soi est légitime. Je dis que les partis politiques gagneraient à penser profondément le comment de ce qu'ils disent. Parce que vous savez, nous sommes de la même génération, on va dire. Et nous pensons que ceux qui continuent à faire du bricolage politique, nous allons leur botter le derrière. Sauf qu'on a un problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ceux qui entrent dans la bataille ne comprennent pas qu'il y a déjà des insuffisances qu'il faut corriger, déjà même au niveau idéal, avant les dimensions idéologiques, stratégiques et opérationnelles. Et tant qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dites parce qu'on est en campagne, sans que mécaniquement on ait vu que le comment n'a pas été suffisamment bien pensé, on risque d'avoir les mêmes problèmes que ce que M. Gouet dit. Sauf que bon, il ne faut pas croire que quand il dit que le changement, ce n'est pas pour tout de suite, c'est du pessimisme. Il pense tout simplement, et ça c'est ce que moi j'ai cru comprendre, qu'il y a une gradualité dans le changement qu'il faudra respecter. Ce ne sera pas une transformation subite qui va nous amener d'un pôle à l'autre. Il y a une gradualité qu'il faudra respecter. Seulement, je voudrais savoir, lorsqu'il a d'abord souhaité être candidat à ces élections, est-ce qu'il tenait est-ce que vous aviez la même pensée? Vous savez, tout changement commence par la tête. Vous avez un système, et ce système, pour que tous ceux qui sont en dessous, parce qu'au Cameroun, il y a un problème profond, qui est un problème de moralisation. C'est un travail, tout chef d'État qui viendra aujourd'hui au Cameroun devra commencer par ça, éduquer les Camerounais. Alors, quand j'ai engagé ma personne dans ce chemin, c'est pour effectivement apporter le changement. Mais vous savez, vous avez un système qui est assis. Ce système est vraiment fort et puissant. Alors, pour déboulonner ce système, c'est pas du jour au lendemain. Maintenant, ce qui est sûr, on a entendu les propos, les soi-disant propos de certains grands hommes de ce pays qui aujourd'hui soutiennent le chef de l'État et ne peuvent soutenir que celui-ci. S'il n'est pas là demain, c'est pas sûr qu'ils pourront soutenir quelqu'un d'autre. Et le changement commencera demain. Alors, il peut d'ailleurs, sauf si le chef de l'État donne l'impulsion là, à partir du 10 octobre, qu'ils se disent, ok, j'ai compris, aujourd'hui, je suis en train de, c'est mon dernier mandat, je
je dois forcément, après ce dernier mandat, prendre la retraite. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je commence à préparer les lendemains de ce pays après moi. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé jusqu'ici. Beaucoup de personnes pensaient à l'époque que le chef de l'État n'allait pas changer de constitution. Alors, pour cela, ils ont amassé des trésors de guerre. Malheureusement, pour la plupart de ces personnes, le chef de l'État a dit aussi, ok, si je ne change pas de constitution, peut-être que le Cameroun, demain, ça va être autre chose. Il a pris tout le monde à contre-pied. On attendait, avant le congrès ou lors de son congrès, tout le monde attendait. Ceux qui attendaient d'abord voir une autre personne à la tête de ce parti étaient les propres membres du RDPC. Demain ou après-demain, s'il y a un problème au Cameroun, moi j'ai toujours pensé que la guerre qui sera au Cameroun demain, s'il y a guerre, aurait pu venir du RDPC. Si le président avait choisi quelqu'un d'autre, on a vu qu'au lendemain d'ailleurs ou avant, quelques jours avant ce congrès, on a entendu les propos de Wikileaks, les soi-disant propos de Wikileaks, et puis ainsi de suite. C'était des guéguerres, et des guéguerres au sein même du RDPC, à l'intérieur. Bon, aujourd'hui qu'il accepte se représenter, je suis sûr que là également, ça va être pour préparer, aider à préparer une transition après lui. Parce qu'il a certainement, tel que je le pense... Une transition que vous attendez afin de vous présenter? Non, non, j'ai dit, j'attends... vous savez, aller à cette élection, c'est perdu d'avance pour tout le monde, cette élection-là. Et j'ai dit, je le dis en toute honnêteté et en toute... en stratège que je suis, diplomate aussi, hein. Vous savez, aller à une élection, il faut analyser tout le contexte, avoir tous les paramètres, et puis y aller. On ne fonce pas comme ça, tête. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites quand même à vos militants? Bon, aujourd'hui, vous savez, je vais appeler loin de toute raison partisane et intérêt. Je prendrai, ou j'ai pris une position par rapport à l'avenir du Cameroun, par rapport à l'unité du Cameroun, par rapport à la cohésion sociale, à écouter tous les candidats. Nous avons certains qui sont partis, qui sont partants pour la division du Cameroun, le fédéralisme notamment. Le Nigeria, c'est vrai, ils sont indépendants depuis 1960. 63-67, il y a eu une guerre, la guerre du Biafra, qui les amène forcément à avoir un état militaire et à la division. Ils ont un territoire de 900 et poussières de 1000 km² avec une population de 130 000, 133 millions d'habitants. Ils peuvent se le permettre. Les États-Unis, 9 millions de kilomètres carrés et poussières, ça va. Le Cameroun, nous sommes 20 millions d'habitants sur 475 000 km². Et nous avons jusqu'ici œuvré, investi pour un Cameroun uni. Et je crois que tous les peuples, tout le monde, le peuple camerounais, nous sommes tous égaux. On doit avoir les mêmes droits et nos devoirs également, nous les avons. Donc moi je dis, je ne vote pas une personne pour je vote pas la personne de M. Biya, mais je vote pour le Cameroun de demain. Le Cameroun de demain, incarné par ceux pour lequel je... Oui, vous avez ici moi je lutte pour ma nouvelle vision, c'est le Cameroun ensemble. Le Cameroun ensemble, et tout le monde doit être uni. C'est un peuple, un Cameroun. Et lorsque certains commencent à
dire qu'il faut fédéralisme, il faut que chacun... C'est une reste- façon de dire vous votez pour le RDPC. Je vote en fait pour une idée, pour une vision et pour un Cameroun uni. Et je ne voterai que pour le RDPC qui en fait a à peu près les mêmes idées qui tendent vers les miennes, vers ce que je prône. Voilà. Donc, je voudrais aussi dire à tous les Camerounais sur cette antenne qu'ils doivent en principe penser à eux, qu'ils doivent penser au Cameroun de demain, qu'ils doivent penser à l'unité de ce pays. Nous avons souffert, nous avons tant souffert par le tribalisme, par cette politique du ventre. Et je crois que désormais, il faudrait une nouvelle vision du Cameroun. Et vous pensez que le RDPC a cette vision-là? Le RDPC, le président, il est partant, si vous voulez. Le président a un dernier mandat, et ce dernier mandat, il est partant. Vous souriez. Oui, je souris tout simplement parce que il me semble entrevoir, percevoir à travers ces propos une intentionnalité qui voudrait qu'on laisse le père partir en paix. C'est intéressant, mais je voudrais dire, avant de poursuivre, adresser à mon ami Guy Parfait que par ma voix, il serait possible que Kawala l'adjoigne à notre équipe pour pouvoir implémenter cette démarche. Ah, donc sur ce plateau, vous avez eu la possibilité de penser à un aspect que vous avez vraisemblablement laissé de côté? Non, pas du tout. Tout simplement parce que nous avons une convergence d'idées. Nous avons une convergence de principes. Nous avons une convergence d'idéologie. Nous avons une convergence de vision. Docteur Songhé, il semble avoir une entente entre le CPP et vous, apparemment. Disons que, bon, je viens de la découvrir. Bon, j'ai envie de dire quand même ceci, et je l'ai souvent dit, je pense que tant qu'on aidera les partis à mieux fonctionner au Cameroun, on rendra service à la République tout entière. A priori, le CPP, comme n'importe quel autre parti, est en droit de consulter, n'est-ce pas, une expertise quelconque qui va en harmonie avec ses besoins de développement et ses besoins de contribution à la construction de la cité. C'est tout à fait légitime et normal. Sauf que, bon, l'expertise n'est jamais gratuite, à bien y réfléchir. Je voulais préciser, concernant la configuration du RDPC, parce que certains regardent ce parti avec une certaine marge de naïveté, je vais même dire une insuffisance informationnelle. Le RDPC n'est pas un parti qui fait un bloc, tout simplement. Vous avez le privilège qu'il fait un bloc au moins pour l'élection présidentielle. C'est un peu plus compliqué que ça. Il serait bien d'apprendre à comprendre comment fonctionne le RDPC pour pouvoir peut-être comprendre comment diriger ce pays. Et je ne le dis pas pour ou contre le RDPC. Je crois que la réalité est plus complexe que ça. Il faudrait aussi, quoi qu'il en soit, que l'on repense la construction du leadership au Cameroun, que l'on cesse de croire dans un pays que l'intelligence se décrète et qu'on devient élite sur la base d'un décret. C'est dramatique en termes de construction des modèles, d'identification des modèles et de systèmes de construction, n'est-ce pas, des modèles dans un pays. C'est un drame parce qu'il a relevé quelque chose. Ensemble, je le dis, je l'assume, c'est un mot qui n'a pas de sens au Cameroun. D'accord? Et il faudrait... Aujourd'hui? Pour l'instant, et c'est ça, il faut travailler sur cette question pour que les Camerounais comprennent ce que ça veut dire ensemble. Lorsque vous écoutez nos langues, que ce soit celles du centre, du sud, de l'ouest, de l'est, vous vous rendez compte en écoutant, en entendant, parce que quand vous entendez, les sons sont différents, mais quand vous écoutez, en fait, nous avons le même encodage. Nous parlons la même langue. Il faudrait qu'on travaille à ce que les Camerounais comprennent que nous parlons la même langue et que le tribalisme est une bêtise. C'est de la stupidité à l'état pur. C'est un défaut d'imagination et de jugement. Tant qu'on n'amène pas les Camerounais à comprendre le non-sens du tribalisme, ensemble ne voudra rien dire. Tant qu'on n'amène pas les Camerounais à comprendre qu'il y a eu une période de cette histoire, de l'histoire de ce pays, où ensemble avait un sens.
ou ensemble on défendait une vision, ça ne voudra rien dire. Aujourd'hui, la vivre ensemble, c'est comme les autres paix qu'on utilise souvent, les autres mots qu'on utilise, paix, stabilité, ils n'ont pas d'esprit. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on travaille vraiment à ce que ensemble, paix, stabilité, épanouissement, développement, contribution, citoyenneté et une âme, un contenu. Là, on va commencer à Et c'est à ça savoir... que vous travaillez? Non, moi je voudrais surtout, je crois que, vous savez, j'ai entendu ce qui a motivé mon choix aussi. J'ai entendu certains, tout au long de cette campagne, dire que ils vont gérer le Cameroun en 3 ans, ils vont gérer le Cameroun en 5 ans, et il y aura 3 ans pour une transition, 5 ans pour une transition, ils vont partir. Je veux bien. Mais vous savez, on ne vient pas goûter au pouvoir, on ne vient pas non On y plus... prend goût. C'est pas une aventure le pouvoir. Dire je viens, je prends, on vient... Ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, alors peut-être on va passer du septennat à je ne sais pas moi quoi, vous allez demander plus. Non, vous savez, aujourd'hui le président Sarkozy, s'il est réélu demain, il va commencer à réaliser ses ambitions, ses objectifs. De même pour le Donc un président... premier mandat pour prendre conscience des problèmes et le second mandat maintenant pour réaliser... Il faut au moins un chef d'État, un nouveau chef d'État au Cameroun, 3 ans, 4 ans pour mettre en place un système et ensuite qu'il commence à travailler. Je voudrais dire quelque chose. J'ai entendu un Congolais, un collègue, qui disait que Mobutu était énervé parce que on l'a enlevé du pouvoir. Au moins, il commençait à comprendre comment gouverner. Donc, mais je sais pas. Il faudrait qu'on fasse attention à ce que un pays comme celui-ci a des enfants qui ont le droit d'exister, ont le droit de vivre mieux, ont le droit de s'épanouir, ont le droit de rire, ont le droit de croître. Et que, en fait, quel que soit ce qu'on est en train de dire dans l'environnement politique, il y a des droits qu'il faut préserver. Et qu'aujourd'hui, ce n'est même plus des questions juste politiques, c'est des questions d'action, d'implication, de responsabilité individuelle et commune sur lesquelles il faut valoriser. Les discours sont bien. Croyez-moi. Justement, je vais vous permettre de donner déjà un premier aperçu. Votre regard sur la campagne pour terminer. Comment est-ce que vous observez depuis 2 semaines le déploiement des 23 candidats? Ça a un côté esthétique et spectaculaire qui m'amuse bien. Sauf qu'en tant qu'analyste, j'ai le sentiment que ce n'est pas maintenant qu'il fallait commencer. On ne règle pas. C'est comme si dans un arbre, excusez-moi, je parle en tant qu'Africain, c'est comme dans un village, un arbre pose des problèmes, on commence à couper les feuilles. On n'a pas résolu le problème. Monsieur Jean-Blaise Gouette, quel est le regard que vous avez sur comment est-ce que les partis politiques en lice en ce moment mènent la campagne? Bientôt on sera à la fin, notamment d'ici demain minuit. Mais, chacun a pu faire ce qu'il a pu faire. On a trouvé à la limite beaucoup d'aventuriers, des gens avec chacun des programmes, en fait pas chacun, pour certains, des slogans irréalistes. Mais bon, cette campagne pour moi, cette année il n'y a pas eu de campagne au Cameroun. C'est-à-dire on a une machine face à la plupart des personnes. Une élection présidentielle, il faut des moyens. Nous avons vu certains de ces candidats qui, jusqu'à quelques jours encore, beaucoup n'étaient pas sortis de leur zone géographique parce qu'ils attendaient encore que les CAM débloquent des fonds. 15 millions. Bon, alors, c'est bien, mais une élection présidentielle se prépare. Ça se prépare. Et ça, c'est ce que nous avions fait. Vous avez des plaquettes comme celle que vous aviez là. Vous avez envoyé, lors de ma conférence de presse que j'ai tenue il y a quelques jours, une équipe. Merci pour cela. Et là également, ils ont vu ce que nous avions réalisé. Nous avons un site internet www.m-du-milieu
P-du-milieu, C-du-milieu, C.info, qui est là, qui est disponible depuis au moins 1 an, sur lequel vous avez aussi bien notre projet de société, nos documents, ainsi que... Mais en attendant, vous demandez à vos militants de voter RDPC. Moi, je vote RDPC et je demande à tous les militants, en toute âme et conscience, d'aller choisir leur candidat. Et surtout, un candidat aujourd'hui, il ne faut pas le choisir parce que c'est un ami, parce que c'est ci. Il faut penser d'abord à l'avenir du Cameroun. Il faut penser aux générations futures. Et je crois que la paix, la stabilité et la cohésion sociale, vivre ensemble, c'est bien. Et il faut voter pour cette personne qui, en fait, aujourd'hui, peut encore remettre le Cameroun ensemble. Et puis, voilà. Je donne la parole à M. Baba Dodo pour clôturer votre sentiment au bout de cette campagne. Vous avez l'impression, est-ce que vous avez le sentiment que le public ou les Camerounais ont compris votre vision? Je commencerai par dire que pour nous, la campagne finit dans 2 jours. Et puisque nous sommes encore en campagne, j'en profite pour m'adresser clairement aux Camerounais en leur disant tout simplement que Camerounaises, Camerounais, vous êtes jeunes, vous êtes des femmes, vous êtes commerçants, vous êtes benskinners, vous êtes pêcheurs, vous êtes chômeurs. Voici, aujourd'hui, nous sommes à un tournant historique de notre vie, un tournant historique de votre vie. Vous avez longtemps souffert, vous avez longtemps souhaité un changement. Voici le moment. Il est l'heure de pouvoir saisir une opportunité qui s'offre à vous pour construire, vous et nous, un Cameroun meilleur. Un Cameroun où l'essentiel de vos aspirations, l'essentiel de vos besoins, l'essentiel de vos intérêts seront pris en compte pour que, ensemble, pour que tous unis, nous puissions véritablement nous projeter vers l'avant, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, dans l'amour et surtout dans l'opulence. Voilà ce que le CPP et sa candidate Kawala vous propose à travers son projet de société, le Cameroun leader à l'horizon 2016. Merci Baba Dodo. J'ai récupéré ma carte d'électeur, j'irai voter. Merci. J'irai voter, on va voir. Vous voterez le candidat du changement. Oh, vous savez, monsieur Bière, le candidat du changement, au vu de ce que j'ai entendu. Dans tous les cas, je pense que c'était un dernier tour de table pour avoir les avis des uns et des autres de nos invités avant de clôturer cette émission. Oui, monsieur. J'avais un message à la jeunesse, cette jeunesse qui attend avec raison le changement, cette jeunesse qui est impatiente de voir arriver ce changement-là, le 9 octobre. Je voulais lui dire que son avenir, il doit en principe le prendre en main. Et toute chose commence par une base. La base, c'est chacun dans une mairie, chacun d'être à l'Assemblée, chacun demain au Sénat. Il faut, toute maison commence par une fondation. Et la base, c'est la fondation. Donc, je voudrais bien que cette jeunesse qui a tant souffert, qu'elle se lève aujourd'hui. Elle doit se lever. Se lever aussi, c'est aller demain, en juin 2012, que chacun se dise, la politique, ce n'est pas les autres, mais la politique, c'est chacun de nous. Et nous devons, nous aussi, le changement, si nous le voulons, ce n'est qu'ensemble qu'on peut l'avoir. Mais commencer par la base, c'est vrai, on aura 2018. Et je suis sûr qu'en 2018, que ça ne vous étonne pas, vous étiez ce soir avec le futur président du Cameroun. Merci, je crois que c'est dit et c'est clair. Demain, on sera de nouveau sur ce plateau pour la grande veillée de fin de campagne. Et ce sera avec vous,
Dr Guy Pafé-Songué, peut-être pas avec nos deux invités, notamment M. Babadodo et M. Jean-Blaise Gouette, parce que vous serez certainement en train de donner les dernières consignes à vos différents militants. Et vous, peut-être, à recentrer peut-être les idées des militants du CPP et vous assurer qu'ils votent véritablement pour le candidat du changement. Je ne fais campagne pour personne. J'ai dit ce que je pensais être bien pour le peuple camerounais. Et les jeunes doivent prendre leur destin en main. Dans tous les cas, mesdames, messieurs, c'est fait. Une nouvelle fois, la mission a été accomplie ce soir. On va se retrouver demain sur ce même plateau à partir de 21 h pour la grande veillée de fin de campagne. Je vous retrouverai avec le plaisir, le même bonheur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir.